Bonsoir à tous, bienvenue. On est super content que vous soyez tous là avec nous ce soir. Je crois qu'il n'y a pas eu de Meetup GraphQL depuis un petit bout de temps, je dirais au moins un an. Donc on espère que c'est le premier d'une nouvelle série. On va essayer d'en faire un peu plus régulièrement à partir de maintenant, parce qu'on a plein d'actu. Donc on a un gros programme ce soir, je vais essayer de faire rapide, mais on a quelques petites annonces. En premier, un grand merci à Deezer. Merci Deezer. Pour leur accueil et aussi pour leur contribution technique. Donc, moi, je travaille chez Apollo, sur Apollo Kotlin, et ben, on a eu plein de retours des équipes de Deezer. Donc, un grand merci à eux. C'est super important pour nous d'avoir des partenaires comme ça. Si vous avez des retours d'ailleurs sur les librairies d'Apollo, n'hésitez pas, on est très preneurs. Et un grand merci à la GraphQL Foundation aussi, qui sponsorise les pizzas de ce soir. En termes d'annonce, GraphQL Conf, c'était au mois de septembre, c'était à Amsterdam, c'était les 10 ans de GraphQL, pile poil, ça fait déjà 10 ans, le temps passe. On a eu pas mal de choses, de nouvelles choses, donc une nouvelle spec qui a été release pour la première fois, pareil, depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, deux plus, bon, plus de 2 ans en tout cas. Des choses autour de fragment collocation, comment faire de la UI en GraphQL, composite schema bien sûr, plein de choses sur la AI, l'intelligence artificielle. À ce sujet, vous avez demain un working group, donc GraphQL est tout open source bien sûr, le langage est open source. Vous pouvez contribuer si vous avez des choses à partager autour de la AI. C'est en général le soir en Europe, hein. Vous pouvez vous inscrire sur GitHub. Venez me voir si vous êtes intéressé. Et comme ça, vous pouvez faire avancer la spec. Et avec un peu de chance, avoir une nouvelle release de la spec un peu plus tôt que dans 2 ans. Vous avez toutes les vidéos si vous voulez plus d'infos. Et un autre truc qui a été annoncé à la conf, à GraphQL Conf, c'est le programme des ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est les ambassadeurs GraphQL? C'est des gens qui vont parler de la techno. Et en échange, la fondation les sponsorise sur les déplacements, leur donne un joli hoodie et des stickers, ce genre de choses. Il n'y a pas d'ambassadeur français, donc si jamais vous vous sentez des âmes d'ambassadeurs, voilà, c'est votre chance. Au mois d'octobre, il y avait GraphQL Summit, qui est la conférence d'Apollo, avec beaucoup de sujets orientés AI et aussi Enterprise. Pareil, les vidéos viennent de sortir. Vous pouvez voir le sujet complet de Benjamin qui est ici, si vous voulez voir tout. Voilà. Si... Ouais, mais voilà, mais pas de spoil, pas de spoil. Et puis au mois de décembre, il y a API Days qui est à Paris, donc pas loin d'ici, au CNIT, qui est une grosse conférence. Alors là, pour le coup, c'est pas que GraphQL, c'est toutes les API. Donc c'est l'opportunité de se tenir au courant sur tout ce qui se passe chez OpenAPI, Async API, tout ça. Le call for paper est ouvert en ce moment, ça sera le 11 décembre, et vous pouvez acheter vos tickets. Vous avez tous les liens ici. Toutes les API ne sont pas encore en GraphQL. Je crois que j'oublie rien. Ouais, voilà. Pour le programme, donc 3 présentations ce soir. On va essayer de faire 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes pour pouvoir manger les pizzas à 21 h. Et je laisse la main à Loïc tout de suite, qui va nous parler de petits retours d'expérience de comment GraphQL a été intégré chez Deezer. Ok, bonjour. Et donc, je vais vous parler, je vais essayer de mettre l'écran dans notre direction. Voilà, c'est bon, vous voyez tous. Donc, je vais vous parler de Deezer et de comment on a migré pas mal d'API de REST-ish en GraphQL. Mais avant, un petit mot de notre sponsor. Deezer, 10 millions de subscribers, donc d'abonnés, 550 employés dans le monde. Voilà, bon, je ne vais pas passer en revue toute la partie produit, mais d'un point de vue technique, pour vous donner une ordre de grandeur de quoi on parle de 800 serveurs, pas mal d'équipements réseau et plus de 6 pétabytes de données. Vous imaginez bien que dans le lot, il y a par exemple la musique. Et en termes d'activité, on parle de 6 Tera de logs par jour, 45 millions de time series à gérer en termes de metrics et 4 milliards de requêtes par jour. Voilà, vous avez une ordre de grandeur de ce quoi on parle. Et qui je suis.
Donc moi, c'est Loïc Dubinin, je suis un développeur back-end à Deezer depuis 2016. Si jamais vous voulez me contacter, vous avez tous les liens sociaux et magiques que vous pouvez voir ici. Euh, c'est le moment de prendre une photo si vous voulez. Trop tard. Et donc revenons à notre sujet. Comment on est passé d'API Restish à du GraphQL? Et ceci est une histoire vraie, un peu romancée. D'abord, remise en contexte, pour sorte de comprendre de quoi on parle. Deezer donc a pas mal d'applications sur plusieurs plateformes et avait donc des API différentes pour chacune d'entre elles. Et de quoi il s'agit? En fait, bah, il faut imaginer qu'on a nos clients, le web, les applications iOS, Android, etc. Et en fait, on a aussi là-dedans tous nos partenaires. Toutes ces applications utilisent des API et comme les cases le montrent, en fait, chacune des applications avait sa propre API. Donc, on en avait une pour iOS, une pour Android, etc. Et vous imaginez bien que Deezer, l'expérience était similaire hein, partout. Hein. Donc, il faut imaginer des API qui sont toutes identiques, mais pas vraiment. Voilà, vous voyez le problème. Tout ça dans un monolithe, bon, cas classique de l'entreprise. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se débarrasser de ces appels-là pour créer donc une nouvelle API qu'on va construire en GraphQL avec quelques API on va dire à côté pour servir certains besoins très très spécifiques. Avec dans l'idée de la concevoir comme une gateway. Donc, il faut imaginer cette nouvelle API non pas comme le nouveau code qui va tout faire, mais une sorte de passerelle HTTP entre bah, notre nouvelle API et tous les services qu'on va construire en interne. Et quand je dis ça, en fait, bah, l'idée en même temps, c'est de concevoir des services un peu plus microservices, hein, si vous avez déjà entendu ces termes marketing. Dont l'idée, c'est de découper notre monolithe en plein de trucs. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement là-dessus. Je ne vais pas parler de tout le reste, évidemment. Et donc, comment on a fait ça? On l'a fait en plusieurs phases. Donc, la première phase, c'était une phase de bootstrap. Donc, il faut imaginer qu'on a, on a construit une équipe pluridisciplinaire avec des équipes, avec des membres iOS, Android, développeurs React et des développeurs backend, avec comme objectif de concevoir justement l'API backend, concevoir la façon dont on allait les appeler, les clients, etc., bah, de manière à ce que tout fonctionne bien ensemble. On a ensuite une phase d'adoption, on va dire, où là, on va sortir de cette équipe pilote et on va avoir plein d'équipes qui vont commencer à mettre les mains dedans, avec notamment comme objectif l'idée de faire croître des experts au sein de ces différentes équipes pour prendre en main bah, toute la partie diffusion d'informations, apprentissage, coaching, etc., euh, pour toutes les autres équipes de Deezer. Et enfin, la phase dans laquelle on est aujourd'hui, qui est la phase donc, de croisière, où bah, c'est une API qui fonctionne et qu'on utilise comme tous les services Internet. Donc là, c'est là où on est maintenant. Hein. Donc, on parle d'un travail qui a commencé il y a 6 ans et on en est maintenant. Et je vais me concentrer sur les deux premières phases. Et je vais passer de l'autre côté de l'écran parce que mon micro est à gauche et comme ça me permettra de tourner la tête du bon côté. Du coup, avant de parler purement technique back-end, un petit mot sur le schéma. On parle de GraphQL, c'est quand même le truc le plus important. Une des étapes qui a été vraiment cruciale dans l'équipe de Bootstrap et dans la phase d'adoption, ça a été de concevoir ce schéma. Et donc, on est parti de schémas assez simplistes au début, mais qui ont posé énormément de discussions en interne pour savoir, OK, bah, on va designer nos entités comme ci, on va nommer les champs comme ça, etc. L'idée étant de reproduire ce qu'on avait déjà. Hein. Donc, pas de révolutionner le produit, mais il fallait reconcevoir nos API. Bon, très vite, notre schéma a évolué. Donc, ça, c'est ce qu'on avait en fin de période de Bootstrap, à peu près. Hein, l'image est vraiment une approximation. Et bon, pour une ordre d'idée, voilà, ça, c'est ce qu'à peu près on a aujourd'hui. OK. Côté back-end, qu'est-ce qu'on a? On a une architecture assez classique. Alors, je ne vais pas rentrer sur toutes les questions du comment on est arrivé aux conclusions de choisir cette architecture. Alors, du postulat que ce choix est justifié et valide. Oui, guillemets. Mais globalement, on est sur du Node.js avec du TypeScript qui nous assure une certaine cohérence en termes de typing dans le code, etc. On a un moteur GraphQL très classique qui est celui de Facebook de base, donc les packages GraphQL que vous connaissez probablement tous sous Node.js. Une architecture en résolveur, data loader assez classique, rien de nouveau dans ce truc-là. Petit détail cependant, on a une étape de cache qui est à ce moment-là. Donc il y a un talk après qui va parler notamment de cache. Si je ne me trompe pas, le cache est juste tout en haut dans ta phase. Nous, on l'a calé à cet endroit-là.
parce que d'un point de vue technique, on n'a pas le choix, on ne peut pas cacher les réponses en tant que telles. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais le cache est à cet endroit. Et ensuite, bon, du code pour appeler nos services internes. Rien de magique de ce côté-là. OK. Bon, alors on a conçu tout ça, équipe de Bootstrap, etc. C'est cool. Et bah, on a déployé le code sur des clients, enfin dans des applications mobiles. Des clients l'ont testé donc du coup en vrai, hein, à des petits pourcentages, hein, mais on a regardé un petit peu ce qui se passe et on a fait pas mal de tests. Et bon, ok, c'est quoi les performances de ce qu'on a conçu à ce moment-là? Du coup, je pose une question, combien de temps on mettait pour charger un artiste, un album ou 50 tracks, 50 chansons? Parce qu'il y en a qui ont des idées d'ordre de grandeur. Il y en a qui ont connu à l'époque. T'as dit combien? Alors, il y en a qui disent, j'espère pas 10 secondes. Moi non plus. Bon, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, je vais juste cependant mettre un point important. Notre seuil de qualité, c'est 100 millisecondes. Notre objectif, c'est de répondre en dessous de 100 millisecondes. En tout cas, c'est le seuil qu'on s'est fixé à l'époque. Spoiler, on l'a toujours, mais on va dire qu'on l'a fixé arbitrairement à cette valeur. Et grosso modo, ça va. C'est pas catastrophique, mais ça va. Ah, un petit détail près, c'est que bah, les 50 tracks, il va falloir les appeler souvent parce que bah, quand on a une playlist de 1000 tracks, ça fait pas mal d'appels. Mais surtout, en faisant nos tests, on s'est rendu compte de trucs assez inquiétants. C'est que quand on met un peu de charge, vous voyez, les flèches, elles sont plus dedans. Tu disais pas plus de 10 secondes? Bon, il y a des trucs qui répondaient, voire pas du tout. Voilà, bon, normal, hein, le projet est au début. Mais en gros, ça a bien explosé, quoi. Bon, ça, c'est la gueule des développeurs mobiles, notamment quand ils voulaient charger une playlist, hein. Ils n'étaient pas forcément contents de cette nouvelle API magique qui allait moderniser tout, hein. Voilà, bon, on avait ces informations-là, mais après, on s'est posé la question, OK, on a ces serveurs, mais du coup, si on veut éviter que ça surcharge trop, il va nous falloir combien de serveurs? Hein, combien de machines il va falloir que je demande à l'infra, aux équipes, etc., etc. Bah, avant de pouvoir répondre à cette question, il faut que je me pose bah, la question, comment je vais savoir ça? Et donc, je vais monitorer tout un tas de choses. Bah, la première chose qu'on va regarder, c'est, OK, mon service, il prend combien de CPU? Bon, ça c'est basique, etc. Bon, le truc, c'est que c'est pas un indicateur très très fiable en vrai de la santé, puisque je peux être à, on va dire, 50% de mon CPU sans pour autant répondre adéquatement. Je vais aussi regarder la RAM. Bon, jusque-là, rien de choquant. Je vais surtout, vu que c'est un projet Node.js, regarder la heap. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une zone mémoire qui est un peu plus qui est gérée par le process. Mais ce que je vais commencer à regarder, c'est des trucs un peu plus intéressants comme l'event loop lag. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'event loop lag? Alors, en Node.js, vous imaginez que vous avez un seul thread pour exécuter le JavaScript. Node.js est lui-même multithreadé, mais vous n'avez qu'un seul thread de JavaScript. Et c'est, pour ceux qui savent, c'est juste, les instructions sont stackées, sont mises les unes derrière les autres. Et l'event loop lag, c'est le temps entre le moment où une instruction est mise dans un stack et le moment où elle s'exécute réellement. Parce que vous imaginez bien que quand il y a un cache qui vient de répondre, un buffer qui s'est rempli, etc., il y a des choses qui vont se passer qui vont réveiller des bouts de code à partir de là. Et donc, quand on va vouloir faire une exécution d'un code particulier pour répondre à un client, bah, parfois, il va y avoir des choses qui vont s'exécuter avant. Et donc, ça nous permet d'avoir un indicateur. En fait, on se rend compte que cet indicateur est vraiment pas corrélé avec le temps de réponse. On a un indicateur qui parfois frôle les 600 à 1000 millisecondes sans pour autant avoir des temps de réponse de cet ordre de grandeur. Donc, voilà. Donc, en vrai, ce que vous voulez regarder, c'est ce qu'on a découvert dans l'histoire, c'est l'event loop lag. Alors, j'ai une question. Qui a déjà entendu parler de l'event loop lag, notamment si vous êtes développeur Node.js? Voilà. Bah, donc, du coup, c'est la métrique, pas la seule évidemment, mais c'est la métrique principale à regarder. Elle va vous donner une ordre d'idée, par exemple, euh, sur une seconde d'exécution de temps, combien de temps passe votre thread à exécuter réellement du code? Parce que si votre process il fait rien, bah, il va passer une partie de ce temps bah, à rien faire, donc il va être à 2%. Donc tout va bien. Quand on va commencer à être à 50%, bah, ça veut dire que la moitié du temps, bah, il exécute. Donc si on a une nouvelle instruction, bah, on va attendre un petit peu pour que ça exécute, mais ça va encore. Bon, évidemment, arrivé à 100%, vous imaginez bien que c'est fini. Dans une seconde, il n'y a pas plus d'une seule seconde, et donc bah, vous n'aurez plus la possibilité euh, d'exécuter quoi que ce soit. Et donc, vous allez avoir des latences qui vont augmenter, évidemment. Et donc, c'est ça qu'on va regarder, notamment. Et bon, on a regardé un petit peu tous ces chiffres, on a fait des estimations, on a fait des calculs, des règles de 3, sorties de Boolean, etc. Et voilà, beaucoup de CPU. Ça, c'est l'infra. Donc, bon, vous imaginez bien que
plus de CPU que tout ce qu'on a déjà, plus la moitié de ce qu'on a déjà, juste pour ça, bon, c'est pas joyeux, quoi. Du coup, ben, on est passé par une phase d'optimisation. Bon, voilà, normal, hein, dans tout projet. Bon, la question, c'est où est-ce qu'on va optimiser tout ça? Euh, on peut se poser la question déjà du cache. Est-ce qu'on peut cacher des choses? En vrai, on s'est pas trop mal démerdé pour le cache. On a des cache ratio qui étaient bons. Alors, on les a améliorés, hein, bien entendu, mais en vrai, pour une ordre de grandeur, voilà, cache ratio à 99,38%. Donc, ça veut dire que tout le code là, il ne s'exécute pas. Donc, on peut l'optimiser, bien sûr, mais bon, c'est pas ça qui va nous faire gagner du temps et du CPU. On peut essayer d'optimiser l'engine GraphQL, mais bon, on n'est pas Facebook et c'est pas le nôtre. On a quand même testé un truc qui s'appelle GraphQL Git, qui est très bien, hein, mais qui, bon, je vous laisserai lire l'article si vous souhaitez, mais au final, ne marche pas tant que ça, en tout cas dans notre cas. Voilà, c'est plutôt spécifique. On va travailler sur les résolveurs et les data loaders, hein. Dans cette partie-là, c'est là où on va avoir notre code métier, hein, notamment dans les résolveurs. Donc on a un peu travaillé là-dessus, mais bah, c'est pas magique à un moment donné, hein, quand on a à fournir 50 tracks et qu'il faut aller vérifier pour les 50 tracks toutes les informations et que est-ce que le client il a le droit d'y accéder parce qu'il est dans tel pays, dans telle zone géographique et qu'il a tel abonnement et qu'il est dans telle langue, etc., etc., etc. Bon, bah, c'est pas magique, il faut faire toutes ces vérifications-là. Mais on a aussi un truc qu'on ne voit pas sur l'architecture de base, qui est tout le code utilitaire. C'est-à-dire tout le code que vous allez mettre autour de votre projet, qui est là nécessaire pour le faire fonctionner. Donc ça va être, bah, dans le cas de Node.js, on a un serveur express, et donc tous les middleware qu'on va rajouter pour gérer l'authentification, etc. Tout le code qui fait le monitoring, notamment dans le monitoring, bah, il y a des choses, à un moment donné, on voulait monitorer dans un GraphQL les temps de réponse de tous les champs résolus. Donc on le fait toujours sur un serveur, parce que bah, ça multiplie par 2 ou 3 potentiellement les temps de réponse, et que c'est pas. Voilà, donc on a des idées des temps de réponse au niveau de chacun des champs, mais c'est pas quelque chose qu'on peut déployer de manière globale, parce que bah, ça crée beaucoup, beaucoup trop de ressources pour l'engine Node.js. Et on est allé faire du profiling CPU. Donc vous imaginez qu'on allait regarder okay, chaque fonction, combien de temps elle met pour s'exécuter, pour essayer de trouver où est-ce qu'on perd du temps. Et donc on a, au fur et à mesure, trouvé plein d'endroits. Et on a automatisé ça surtout. C'est-à-dire que dès qu'on faisait une pull request, on exécutait toute une batterie de tests avec des tests conçus, on va dire, réalistes. Et on regardait, OK, est-ce qu'on, par rapport à notre référence, est-ce qu'on gagne du temps? Est-ce qu'on répond plus vite? Est-ce qu'on prend moins de CPU, etc., etc., etc. Et de petit bout en petit bout, en petit bout, en petit bout, on a optimisé, amélioré, etc. On a essayé de sortir tout ce qu'on pouvait bah, de notre code et de notre JS en lui-même. Dernière phase qui est non négligeable, qui est probablement celle qui nous a permis de gagner le plus, on va dire, c'est optimiser bah, les requêtes, c'est-à-dire la façon dont l'API va être utilisée. Notre idée dans le déploiement de GraphQL, ce n'est pas forcément de concevoir une API où l'application, pour une vue, va faire un appel et tout demander dedans. Parce que de toute façon, on a des contraintes métiers et des contraintes qui font qu'on est obligé de charger des choses indépendamment pour les gestions de caches locaux, etc. Parce que vous imaginez bien que vous ne voulez pas aller chercher toutes les données des artistes parce que vous les avez déjà chargées avant, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas les faire dans votre appel, etc. Il y a toutes ces questions-là. Donc, on va revoir la façon dont on fait nos appels pour être un peu plus unitaire. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des requêtes qui sont un peu plus petites, mais on va potentiellement en faire plus. Voilà, c'est un compromis à faire avec les développeurs mobiles pour trouver l'équilibre qui fonctionne bien entre je vais faire 12 requêtes pour construire toute ma vue ou toutes mes vues, sachant que dans les 12, on est peut-être 10 qui vont profiter du cache client dans le mobile, ou est-ce que j'en fais 3? Voilà. C'est une discussion en permanence. Et on a aussi travaillé sur, OK, on avait des batchs qui étaient calés à 500 chansons pour les charger. Bon, bah ça, on a dit non, on ne peut pas, c'est trop de données à vérifier en même temps, donc on a réduit, par exemple. On a aussi triché un peu, c'est-à-dire que si vous avez un peu fait attention sur les schémas que j'ai montrés, on a un système de pagination assez classique, peut-être qu'il y en a qui connaissent, avec le fonctionnement de relay, avec les connections, ce qui permet de faire de la pagination assez, entre guillemets, standardisée. Ça marche bien, c'est utilisé par certains clients, mais certaines contraintes techniques, bah, principalement historiques, hein, rendent ça potentiellement compliqué à implémenter dans les clients. Et donc, on a des listes non filtrées, non paginées. Par exemple, quand on a un album, on a tous les ID de toutes les tracks qui sont fournis comme ça, là, dans un tas. Ça a des implications techniques derrière, mais dans l'idée, voilà, on a pris des shortcuts comme ça. Et le résultat, bah, les temps de réponse sont relativement similaires, hein.
Voilà, on a un peu amélioré, notamment le temps de réponse quand on va chercher 100 tracks, non plus 50, qui était devenu notre étalon. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que quand on mettait le feu un peu au serveur et qu'on lui demandait un peu plus de choses, bah là, il ne perdait pas les pédales et il restait dans ses boîtes. Bon, évidemment, hein, si à un moment donné vous surchargez trop, ça finit par exploser. Mais on va dire que sur les mêmes niveaux d'avant, on se retrouvait avec des temps de réponse raisonnables. À tel point qu'aujourd'hui, ça c'est un graphe que j'ai screen il y a quelques jours, 93% de toutes les requêtes faites sur notre API GraphQL sont répondues en moins de 100 millisecondes. Et vous voyez bien qu'il y a bien une question d'optimisation interne, mais aussi de la façon dont l'API est utilisée. Dans ces 93% de requêtes, il y en a qui sont lentes, bien sûr, mais on a fait en sorte que la plupart soient répondues vite. Et donc ça, c'est un dialogue permanent, un dialogue en permanence entre les équipes de back-end qui vont concevoir les API et les mobiles. Et quand on est vraiment, vraiment sous la charge, c'est-à-dire que, on va dire, plus mauvais de notre jour, voilà, globalement, on tombe entre 70 et 80%. Bon, c'est des moments qui peuvent être prévus où on augmente un peu la disponibilité de nos serveurs, mais c'est pour vous donner une ordre de grandeur, c'est-à-dire que tout s'effondre pas dans le pire des cas pour autant. Et tout ça pour à peu près 15% de ce qu'on avait prévu. Voilà. Quoi retenir de tout ça? Globalement, collaboration. Ce qui est important, c'est que quand on a conçu les API, dès le départ, on avait une équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas juste du développeur back-end qu'on dit on va faire un graphe et puis après on va aller voir les développeurs mobiles, vous allez l'utiliser, c'est magique. Non, ça s'est fait vraiment en collaboration pendant toute la phase de Bootstrap et pendant la phase d'adoption. Cette collaboration a continué à différents niveaux. Elle s'est juste étendue à toute l'entreprise et elle continue aujourd'hui. Bon, le cache, hein, je ne vais pas vous le cacher. La blague n'était pas volontaire, mais dans l'idée, c'est parce qu'on n'exécute pas une partie du code en permanence que ça nous coûte moins cher, hein, évidemment. Et Node.js, ça va vite, mais à la fin, le vrai bottleneck que vous allez avoir, c'est la quantité de données que vous faites rentrer. Les requêtes GraphQL, si vous demandez beaucoup de choses, ça peut être des requêtes assez grosses. Sachant qu'il y a des systèmes pour faire en sorte que la requête ne soit pas grosse, genre elles sont précalculées à l'avance, mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. Que nous, on cherche la flexibilité de ces API, donc on ne veut pas figer les API de base auprès de nos clients. Et ça marche aussi pour le retour, hein, qui dit renvoyer 2000 tracks, dit renvoyer 2000 objets montés en mémoire à un moment donné pour les parser en JSON. Sachant que pour vous donner un ordre de grandeur, le parsing de JSON, que ce soit à construire ou à parser, ça représente à peu près 40% du temps CPU total. 40% de temps CPU non vraiment compressible, puisque c'est un code, le code qui fait ce parsing est en C. Donc on ne peut pas magiquement l'écrire mieux en JavaScript. Et qu'est-ce qu'on a prévu plus tard, si jamais on a envie d'améliorer encore les choses? Peut-être quelqu'un a entendu parler de GraphQL Fédération. Donc ça, c'est plus pour permettre de splitter encore ce nouveau monolithe en des plus petits, pas monolithe, on va espérer. Et peut-être tout réécrire en Go, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que j'ai duré le temps qu'il vaut? Je ne sais pas. Parfait. Et maintenant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il y a des micros. Soyez pas timide, hein. Merci. Merci pour la présentation. Juste pour revenir sur vos optimisations, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Les optimisations paraissent simples, genre plusieurs calls au lieu d'un gros. Est-ce que, en fait, derrière, ça implique complètement une refonte de vos modèles côté back-end et côté client? Ou est-ce que réellement, c'était juste splitter un call en plusieurs? Parfois, ça nécessite d'adapter le schéma qu'on design, mais la plupart du temps, non, c'est plutôt la façon dont les clients vont appeler le schéma. C'est-à-dire, si je prends un exemple, si je dois construire une page avec un artiste et sa discographie, je peux le prendre bêtement en chargeant l'artiste, puis en allant dans le nœud, je vais avoir sa discographie, puis donc, je vais avoir ses albums, puis donc, je vais avoir les tracks, et je sais pas, je veux afficher par exemple sur tous ces albums les 3 premières tracks. Bon, faire tout ça en un seul appel, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Et donc l'idée, c'est non, on va faire ton appel pour l'artiste, puis après tu vas faire ton appel pour les albums potentiellement, ou la liste des albums, puis après les albums, etc. C'est dénormaliser ça, sachant qu'à chacune de ces étapes-là, on peut profiter du cache. C'est-à-dire que si tu as déjà chargé la discographie d'un artiste, s'il y a un nouvel album qui est sorti, tu ne chargeras pas tous les albums que tu as déjà vus. Donc on gagne de ce côté-là.
Merci. Mais ça n'a pas changé fondamentalement nos modèles, sachant que nos modèles internes, dans le côté purement back-end, stockage de base de données, est resté strictement le même derrière. C'est vraiment juste une nouvelle façade à tout ça. Petite question, j'ai peut-être loupé un truc, mais du coup, votre stack GraphQL, c'est toujours en mode proxy, là, comme tu disais, C'est une gateway, ouais. ouais, backend for frontend un peu, genre. Et du coup, derrière vos API, c'est du REST, vous appelez en HTTP, c'est ça? Alors, j'ai pas été dans le détail, mais ce sont des API principalement REST, un peu conçus de manière à faciliter leur utilisation, notamment dans les data loaders. Les data loaders sont, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de composant qui va potentiellement prendre plein d'appels pour récupérer des entités et va être capable de faire de la déduplication et de la dénormalisation. À la fin, on prend tout ça et on voit, par exemple, si je charge un album et que j'ai 20 tracks dedans, le data loader va se retrouver in fine à avoir 20 ID à les charger. Et donc, on est capable, par exemple, de les charger ces 20 d'un coup. Mais en ayant fait une première vérification, OK, sur les 20, j'en ai combien en cache? Bon, j'en ai 3 en cache. Bon, bah, ceux-là, je n'ai pas besoin d'aller les chercher. Donc, nos API en interne restent du reste, mais sont pour certaines prévues pour être appelées spécifiquement par ce service-là. D'accord, ok. Et du coup, c'est principalement de la plomberie que vous avez dans vos résolveurs dans Ouais, GraphQL. Ok. Et c'est de il la n'y a pas. plomberie, du type shaking, et parfois, malheureusement, un peu de métier, parce Ok, qu'il y a des trucs qui sont difficilement faisables hors de la gateway, ok. mais dans l'idée, ouais. C'est ça. Et dans What's Next, là, tu disais de faire de la fédération, et du coup, est-ce que ce serait de la fédération en mode genre avoir les vrais, enfin, les sous-API, du coup, ce qui est en reste aujourd'hui, qui soit en GraphQL, ou alors garder ce modèle de utiliser le GraphQL qu'en mode proxy? Non, l'idée là, c'est de casser ce gros graphe qu'on a aujourd'hui, celui que je vous ai montré au tout début là. Je sais pas si je peux- Celui-là. Ok. De manière à ce qu'aujourd'hui, ça, c'est une code base qui propose tout ça et qui va faire la passerelle, la gateway. Du coup, c'est une code base manipulée par toutes les Donc, équipes. il y a tous les résolveurs dans le truc. Voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt de changer ça. Ok. Mais toujours, du coup, Tout en ce qui est mode en back-end proxy. pur resterait en reste. Il n'y a pas de raison que Ok. les équipes redéveloppent leur service interne. Ok. Parce que leur service interne, si on prend ce schéma-là, qui sont ici, sont tous des services qui soit existaient déjà quand on a commencé, soit se sont construits en Hmm. même temps, de manière à sortir de ce monolithe. Parce qu'avant, il faut vous dire que beaucoup des briques qui sont là étaient dans le monolithe en accompagnant les API. Ok, merci. On alterne. Merci beaucoup. Oui, j'ai deux questions. Première question, c'est concernant les documentations API. Parce que, par exemple, avec REST API, c'est quoi on peut utiliser sur le Swagger avec les documentations, avec tous les types assez interactifs pour faire des requêtes. Mais avec GraphQL, c'est quoi? C'est Apollo Sandbox, Apollo Playground. C'est les outils internes et d'autres outils externes. Mais moi, par exemple, j'ai essayé d'utiliser Apollo Sandbox et Playground. Mais le problème, c'est que c'est pas assez sécurisé. Et le truc introspection, c'est le truc pour avoir accès vers le schéma. C'est pas assez sécurisé. Et si je comprends bien, les entreprises en production ne donnent pas la possibilité de vraiment utiliser, ne donnent pas l'accès vers le schéma. Et en général, c'est interdit d'utiliser Apollo Sandbox et Playground dans la production. Et c'est pourquoi je voudrais comprendre quel outil vous utilisez chez vous, comment vous avez résolu cette question de Alors, sécurité. ce que vous voyez là, c'est Voyager. C'est un outil interne qui prend l'introspection et qui vous génère ça. On utilise aussi le GraphQL et le Playground, celui dont tu parles probablement, qui se basent tous les deux sur l'introspection. Hein. Donc, on va faire les requêtes d'introspection pour générer ça, et c'est comme ça que j'ai pris la capture de celui-là. Et concernant la sécurisation, bah, c'est une question qui est ouverte. Aujourd'hui, il est accessible pour des raisons historiques, parce que ces API-là sont utilisés par nous-mêmes, mais aussi par des partenaires. Mais après, il y a plein de façons de sécuriser ce truc-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne m'en souviens pas de tous et puis je ne sais pas ce qu'on a mis en place, mais dans l'idée,
ça peut se protéger et en tout cas, ça peut permettre aussi de limiter. Enfin, si jamais tu penses ce truc-là, tu n'iras pas très très loin, quoi. D'accord. Et c'est voyageur qui a accès vers le schéma, c'est ça, qui peut générer. Il va utiliser des requêtes d'introspection Ah oui, d'accord. classiques Je et il va comprends. générer ça D'accord. en temps réel sur lequel tu peux faire des recherches, naviguer, zoomer, voir tous les détails et voir les D'accord. relations. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les relations, voir toutes les flèches, ce qui est une façon très visuelle d'utiliser l'API, qui est un des intérêts de GraphQL, c'est que tout ça, ça venait quasiment gratos avec le format, enfin la technologie. Là où avec le reste, bah, de toute façon, même s'il y a des outils qui existent, il y a une phase où il va falloir choisir les outils, les mettre en place, etc. C'est pas mauvais, hein, mais là, c'est gratuit. Oui, merci beaucoup. Deuxième question concernant CDN, parce que c'est possible, oui, le couche de cache manager, c'est CDN, mais oui, ma question c'est, est-ce que vous avez, oui, je comprends, vous avez le cache, une couche de cache dans votre backend, et si je comprends bien aussi le cache côté client. Je comprends, juste petite question, est-ce que vous avez essayé d'utiliser use get hashed queries ou non? Non, non, d'accord. Non. Et il n'y a pas de cache au niveau des requêtes Oui, oui, je request, comprends. Oui. au niveau des CDN. D'accord, oui. Merci beaucoup, c'est tout. À toi. Juste, votre schéma, vous le générez depuis le code ou l'inverse ou ni l'un ni l'autre? Non, c'est les requêtes d'introspection. Donc l'API est disponible en interne et on va faire des appels dessus. Ok, donc c'est code. Je vois, enfin, je comprends pas la question dans En la fait, subtilité de ta question. ma question, c'est est-ce qu'il y a des gens chez vous qui écrivent du SDL? Alors, on écrit des fichiers GraphQL où on va définir les champs. On va définir à la main ça. Donc, c'est à côté du code, à côté de nos résolvers notamment. Mais après, la génération de ce graphe-là lui-même, par contre, c'est automatique, c'est dans le code. Et on n'a pas la génération des SDL directement depuis le code. Cependant, en parlant de ça, je crois que les côtés mobiles, il y a génération de code à partir de ça. C'est-à-dire qu'ils font des appels d'introspection pour générer tous leurs objets, mobiles et front, en React. Je ne sais pas si on n'a pas encore pour des questions. C'est toi qui Ouais, dernière question, je crois qu'il y avait une question au fond là-bas. Merci pour le talk. J'aurais juste voulu savoir un peu comment vous avez démarré l'initiative de GraphQL, comment vous avez convaincu de démarrer ce projet-là et combien de personnes étaient là un peu au début pour la phase de Bootstrap. Merci. Alors, on a démarré par le Bootstrap. Et comment on a été convaincu, là, ça serait rentré dans la question du pourquoi, qui serait potentiellement toute une présentation et qui se heurterait potentiellement à pas mal de choses confidentielles, puisque c'est la façon dont on gère nos API et les raisons entraînent. Mais pour le faire simple, si on résume, c'est une question de modernisation, de centralisation, parce que qui dit avoir des API comme ça qui sont différentes avec des cycles de vie différents, c'était compliqué, et des questions de fiabilisation. Voilà. Ok, merci. Et comment c'est une équipe pluridisciplinaire, comme j'ai dit, donc c'est 5 personnes, je crois, en tout, moi y compris, au tout début, et après, c'est toutes les équipes qui en avaient besoin dans, dans l'entreprise, quoi. Merci. Pas d'autres questions? Bon, je propose d'enchaîner avec un deuxième talk de Benjamin. Alors, moi, je m'appelle Benjamin, j'ai pas de slide. On commande jolie animation. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est la vie. Hop, ça, on s'en fout. Je vais vous parler du coup du serveur MCP qu'on a fait à GraphBase pour accéder à GraphQL. Donc MCP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Model Context Protocol. Ça permet à un agent comme Cloud Code, Codex, enfin, à peu près tout n'importe quoi, Cursor, d'accéder à des outils, typiquement des API. Et il se trouve que GraphQL s'en sort assez bien pour les API. Je vais faire donc du coup hop, démo. Qu'est-ce que j'avais fait? GitHub. Donc j'ai pu utiliser du coup, je vais prendre l'API GitHub. Je vais lancer du coup le GraphQL MCP. Bam.
avec token, copie-le. Du coup, il introspecte, comme on dit, je sais, GitHub l'autorise. On l'expose sur du coup 500. Donc là, je vais du coup aller le chercher sur un outil qui s'appelle MCP Inspector. Donc c'est pour être par Anthropic. Je l'ai lancé à côté. La première chose qui est intéressante, c'est qu'on a trois outils. Search, Introspect et Execute. Le plus intéressant au départ, c'est du coup qu'on dit au LLM, enfin, on tente de dire des choses au LLM pour lui dire de faire des actions, mais ça ne marche pas toujours très bien. Mais généralement, il comprend de commencer par Search au départ. Et après, c'est l'idée qu'il aille introspecter éventuellement, si nécessaire, quelques types additionnels et d'exécuter du coup la graph. Donc, si j'ouvre, hop, donc je vais commencer, je vais me mettre vraiment droit comme ça. Hop. Ok, bon, c'est pas grave. Claude, hop. C'est pas grave. MCP, donc j'ai la liste des MCP. Ah oui, ok, d'accord. Je ne suis pas mis au bon endroit. Voilà. Donc là, j'ai le serveur MCP du coup qui se nomme GitHub. J'ai juste fait une commande qui est Claude add MCP add. Du coup, j'ai spécifié le transport parce que MCP, c'est un peu une catastrophe en termes de spec, donc 37 milliards de façons de se connecter. Donc là, c'est HTTP, GitHub, le nom du coup du serveur et mon URL. Et je peux lui demander typiquement, donc là, je pense que ça va être intéressant, c'est show me last commit of GraphBase on GitHub. Ah, voilà. Et du coup, donc là, il exécute directement une query. Donc ça, c'est un truc typique des LLM. Il ne s'est pas intéressé à savoir du coup de search, d'introspecter quoi que ce soit. Il a juste assumé, je connais l'API, j'ai déjà été entraîné sur GitHub, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais lancer immédiatement une query. Donc ça, c'est un truc typique qu'ils font. Par contre, si je lui demande du coup, show me Stargazer. Du coup, le dernier follower de GraphBase. Et c'est pareil. Du coup, c'est marrant. Ok, il ne m'avait pas fait avec si je lui demandais follower, par contre. Pareil, complètement ignoré. Mais voilà, du coup, ça c'est typique. Donc ça, hop, j'ai coupé ça et je vais montrer avec un schéma du coup assez bidon. Ça c'est Inspector. En fait, s'il utilise le XP pour exécuter, mais il suppose qu'il a déjà été entraîné sur GitHub et du coup, il suppose qu'il connaît le schéma. Et après, donc, il tente une de query. Mais en fait, il le fait même si c'est pas forcément du GitHub. C'est-à-dire, j'ai déjà essayé ça sur les API. Tu lui demandes, par exemple, cherche-moi tel user d'un truc. Bon, pouf, il va tenter une query immédiatement. Généralement, il va tenter quand même le search pour les API qu'il ne connaît pas. Mais ce qui lui arrive souvent, du coup, c'est typiquement, il va faire, je vais vous montrer, mais là, par exemple, un premier search. Par exemple, je lui demande un user d'ID quelconque et je lui demande certaines informations. Il va faire un premier search typiquement pour user. Donc, attends, je vais juste euh, GraphBase, MCP, excusez-moi. Voilà. Donc là, je lance juste GraphBase MCP avec un schéma spécifique, donc il n'introspecte pas avec un endpoint qui n'existe pas. Ce qui, juste, voilà. Et le schéma, c'était quelque chose d'assez simple. Hop. J'ai juste fait du coup un query, un repository. En repository, il y a une branche. Dans une branche, il y a un name et un analytics. C'est comme current. Enfin, c'est pas très intéressant, mais grosso modo, il y a une structure un peu nestée. Donc là, il ne le connaît vraiment pas. Donc là, il est un peu obligé. Et ce que je peux, du coup, là, si je lui demandais, par exemple, show me analytics from GitHub, voilà. Et là, du coup, il fait un search.
retrouver un repository, pour du coup récupérer des informations et il va récupérer encore plus de trucs. Ah oui, parce que d'accord, il suppose encore que c'est GitHub. Et il introspecte. J'aurais dû faire juste call to. Voilà, donc là, j'aurais dû renouer différemment. Mais du coup, je vais un peu partir, je pense pas directement sur les tools. Euh, donc le problème, du coup, c'est que là, il suppose que c'est GitHub, mais quand sur ce d'autres API, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va search, par exemple, premier truc, donc il cherche un user, etc. Mais par contre, une fois qu'il a trouvé ce premier user, ce premier niveau, il va juste assumer par exemple, qu'il y a un ID, il y a un field ID. Il ne va pas forcément le récupérer, il ne va pas forcément savoir spot expecter tous les types à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, là, ici, je vais chercher euh, Analytics. Donc, on a trois outils. Donc, le premier, du coup, Search, je fais Analytics. Et là, un truc qu'on fait, c'est du coup, Analytics, c'est un type qui est assez nesté. Mais le but, pour pouvoir le récupérer, il faut passer par branche, il faut passer par repository. Donc, ce qu'on fait, donc du coup, Search, c'est vraiment du full text search. C'est assez simple. On va voir du coup qu'il y a un analytics qui se retrouve un type analytics au niveau de branche et on va du coup rajouter tous les types qui sont nécessaires pour depuis query ou depuis mutation pour y accéder. Donc c'est pour ça qu'on a ici query, repository, communicant, branche et repository. Et on va pas rajouter, on va filtrer en fait du coup les queries. C'est-à-dire que même si je rajoute des champs dans le schéma que j'ai montré tout à l'heure, ici, repository, du coup, branche, par exemple, il y a le champ name. Ici, il y est ajouté quand même. Mais on va du coup éviter de rajouter tous ces champs parce que c'est un coup. En fait, la grosse difficulté qu'on essaie de résoudre avec le serveur MCP, c'est le contexte. Plus il y a de contexte, plus le LM du coup va avoir du mal. Plus ça va être limité aussi au bout d'un moment juste parce que le LM supporte des limites. Et du coup, quand on a des GraphQL schémas qui sont parfois d'une dizaine de mégabytes, on ne peut pas juste l'envoyer entièrement le schéma et le laisser se débrouiller. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment limiter à la fois la quantité de schémas qu'on lui envoie, mais aussi le nombre de tools. Parce que typiquement, là, j'ai présenté l'exemple de GitHub. GitHub, eux, ils ont un serveur MCP, ils ont 90 tools. Donc, en fait, immédiatement, le contexte, ça consomme une grosse partie du contexte juste d'avoir GitHub. Donc, c'est encore pire si on ajoute des serveurs comme Stripe ou je ne sais quoi. Et immédiatement, on se retrouve avec des centaines de tools qui en fait, consomment énormément de contexte pour rien du tout. Donc, c'est ça l'intérêt un peu d'avoir quelque chose d'avoir ce pattern de search et d'execute. Et search, du coup, ce qu'on fait, c'est vraiment d'essayer de présenter le minimum schéma nécessaire pour en fait présenter des requêtes et d'exécuter du coup après cette requête. Et ce qu'en fait, c'est intéressant, ce qu'on a fait au fur et à mesure, c'était que les LLM, vu qu'ils ont tendance à inventer en permanence des champs, à pas forcément faire ce qu'on lui dit, c'est-à-dire que, par exemple, au départ, on avait un tool qui s'appelait Validate, qui permettait au LLM du coup de valider la query avant de l'exécuter. Il ne l'appelait absolument jamais, parce qu'il considérait que ma query est bonne, du coup, je l'exécute, et après, on voit. Et donc, du coup, on l'a enlevé. Et à la place, ce qu'on fait, c'est que si dans execute, du coup, j'envoie une query, par exemple, query name, je l'envoie. En fait, je vais renvoyer deux choses. C'est déjà, il y a une erreur parce que c'est pas valide, mais en fait, je renvoie aussi le schéma directement le même. C'est-à-dire qu'au lieu parce que typiquement, les erreurs qu'on va avoir dans une API GraphQL, ça va être, bon, bah, du coup, le field n'existe pas, mais ça n'aide pas l'LM. Ça n'aide un humain parce qu'il a la documentation à côté, mais l'LM, il n'a pas la documentation. Donc, du coup, ce qu'on lui donne, c'est immédiatement les types, les informations nécessaires autour des erreurs qu'il a eues. Donc, du coup, là, il va avoir, OK, name n'existe pas, mais j'ai repository, j'ai type et schema ici. Et donc, je peux, du coup, vraiment itérer sur l'erreur que me retourne execute. Euh, et, et du coup, voilà. On essaie de donner en fait un maximum d'informations, ce qui est aussi pareil, un truc que les LM font, vu qu'ils ne sont pas très bons en fait, à demander de l'information de qu'est-ce qu'ils vont pour les champs nestés, mais en fait, ils ont toujours besoin. C'est-à-dire que là, si je demande par exemple repository, il va me donner le champ, le fil des repository, et après, il va inventer tous les sous-champs nécessaires. Donc, ce qu'on essaie de lui fournir, c'est de lui fournir un maximum de tous les types nestés autant que possible, en limitant en fait la taille du contexte, c'est-à-dire peut-être 8 kilobytes et pour en fait vraiment essayer d'un peu
gaver le LLM de plus d'informations possibles pour s'assurer qu'il l'utilise, qu'il n'ait pas à le demander. Et pareil, en fait, c'est la même idée avec Execute, du coup, de en fait, lui redonner du coup, l'information au lieu qu'il ait à le demander à chaque fois qu'il y a une erreur. Et un introspect, il l'utilise de temps en temps. Et c'est un peu ça comment fonctionne notre GraphQL MCP. Je ne suis pas sûr que c'est très clair, mais s'il y a des questions. Si je fais du coup, parce que là, forcément, le truc n'existe pas. Donc, ce que je fais, c'est une première validate du coup pour valider la query. C'est ce qui me permet aussi de savoir quoi renvoyer du schéma. Parce que là, du coup, si la name n'existe pas sur query, il faut que je sache qu'en fait, c'est un problème au niveau du type query et que je sache quoi lui renvoyer. Et après, c'est pareil, ce que j'essaie, c'est s'il a demandé, donc si c'est un problème à un type quelque part, un field qui n'existe pas, bah, je vais retourner cette formation-là et je vais retourner aussi des sous-champs, des sous-types, etc. Parce que s'il a eu un problème à ce niveau-là, typiquement, on va récupérer de l'analytics. Il y a une bonne chance que la query en dessous, il faut que tu récupères les top operations, les top machins, trucs, etc. Et du coup, bah, on va lui retourner plein d'informations en nesté pour que qu'il ait immédiatement l'information, pas qu'il les réitère. Ça, c'est un peu le truc, c'est que par défaut, si on juste retourne pas trop d'informations, bah, il va juste tenter des nouvelles queries à chaque fois en permanence et ça marche pas. Ouais. Répéter la question. Oui, alors du coup, est-ce que ces trois tools sont hardcodés? Oui, ces trois tools sont hardcodés dans le serveur MCP, c'est lui qui l'expose. Et le LLM, enfin, du coup, l'agent les envoie systématiquement au LLM. Donc, c'est pour ça du coup, il y a tout un souci de contexte aussi au niveau du nombre de tools et qu'on essaie de le limiter. Je veux un truc sur Search dans les commentaires des pull requests. Pour rajouter des tools. Avec le graph MCP? Non, tu peux pas rajouter de tools. On fait uniquement, du coup, alors la question, c'est est-ce qu'on peut rajouter des tools, typiquement des opérations prédéfinies? Non. Ouais, non, on fait uniquement du coup du search et euh, on voit que ça marche. Enfin, en tout cas, on voit que ça marche assez bien. Après, l'intérêt que je verrais, en fait, si je chercherais à limiter euh, ce que mon agent peut voir, je le ferais plutôt avec un schema contract, donc c'est-à-dire limiter le schéma qui est accessible tout court plutôt que d'exposer certaines opérations. Petite question, un peu retour d'expérience perso de ta part, du coup. Récemment, là, j'ai fait des projets perso un peu liés aux tools, au MCP et tout. Et j'aurais aimé savoir, selon toi, vu que tu as bossé là-dessus, j'imagine, Ouais, partiellement, ouais. qu'est-ce qui est le plus relou? Qu'est-ce qui a été le plus relou pour bosser avec les LLM, ce genre de truc? Qu'est-ce qui était le plus chiant? Juste pour voir si c'est moi qui suis complètement nul Bah, ou en pour fait, voir si on a tous la même avis. alors, question, c'est du coup, qu'est-ce qui était le plus en... Ah oui, pardon, tu as le micro. Ça, faire cette loupe, du coup, ce flex search, alors que le mécanisme, ça c'est facile, ça ne nous a pas pris tant que ça de temps. Et en fait, la partie qui est vraiment pénible avec MCP, c'est maintenant c'est mieux parce qu'on a le streamable HTTP. Avant SSE, déjà, c'était un peu. Mais enfin, en fait, c'est plus vraiment le protocole qui me galère. Du coup, SCDO, c'est une galère aussi. Il y a pas mal de trucs. La première version, il fallait garder un état d'un côté, envoyer dans une autre réponse, du coup, dans un autre stream. Donc, c'est vraiment ça qui même si ça s'est beaucoup amélioré. Et là, je pense que la plus grosse galère en ce moment, c'est vraiment l'autorisation. Parce que là, ce qui était très rapidement, j'ai mis mon token GitHub, mais du coup, comment ça a commencé quand on y accède? Alors, il y a tout un tas de trucs de OAuth qui se font, mais un des soucis typiquement, c'est que si je me connecte moi, du coup, avec, avec OAuth, donc du coup, OAuth, ce qui permet à vous authentifier à des applications tiers. Donc, par exemple, imaginons, quand vous vous connectez du coup en SSO avec Google, c'est ailleurs, du coup, bah, vous allez donner un token pour dire, OK, bah, c'est bien moi, j'ai accès, etc., tout se passe bien. La difficulté additionnelle à l'agent, c'est qu'on ne peut pas forcément donner l'accès total de ce qu'on peut faire du coup à cet agent. Et c'est là que ça devient assez difficile du coup en fait, je veux que donner ça explicitement et c'est là où ça part un peu, c'est vraiment une galère. Ok, merci.
Non, bah, non, mais ouais, je pense que je suis un peu con. Mais en fait, moi, mon expérience, c'est qu'à la fin, en fait, j'ai juste l'impression de me battre contre le LLM parce qu'il fait pas ce que je veux. Et donc de changer Oui. mon prompt et tout. Et ça me saoule. Et en fait, bah, ça me saoule en fait. Parce que j'ai l'impression juste de parler à un gosse de, je sais pas moi, j'ai Ouais, ouais. l'impression d'être, quand je suis au boulot, j'ai pas envie d'être le daron, quoi. Je le suis après le Ouais. boulot, donc ça me va. Mais avec un LLM, j'ai l'impression d'être un daron et d'expliquer à un gosse de 4 ans, genre, vas-y, je t'ai dit, par exemple, le truc de valider là, vas-y, je t'ai dit valide. Ouais, Il le ouais. fait pas, et là, t'as dit, s'il te plaît, valide, vas-y, s'il te plaît. Ouais, Mais dans en la fait, il le fait description, jamais, tu vois. Et ouais. donc, ça me saoule, j'ai l'impression de, je sais pas, en vrai, prompt engineer, là, c'est un vrai métier. Bah, c'est pour ça que du coup, on l'a supprimé ce valide et que, en fait, je trouve que ce qui marche pas trop mal, c'est vraiment essayer de lui forcer l'information. C'est-à-dire que là, par exemple, quand il y a une erreur, bah, je le retourne le SDL et je lui dis, bah, il y a ça, 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 et qu'il n'ait pas à le chercher, en fait. À partir dès qu'il a besoin de chercher l'information, en fait, ça va prendre un peu cacahuète parce Ouais. que du coup, il va dire, bon, ok, c'est pas, j'ai pas besoin de le chercher, je sais, j'y vais, je tente, et ça se passera bien. En fait, jamais. Et pareil avec, du coup, le search. En fait, j'essaie vraiment, du coup, non seulement je vais récupérer le bon endroit dans SDL, mais après, je vais chercher tous les sous-champs en regardant, du coup, bah, qu'est-ce qui matche le plus vis-à-vis de la requête. Et du coup, je construis une partie du SDL pour que s'il demande de l'analytics, en fait, je ne lui retourne pas juste le fil d'analytics et lui dis c'est type analytics, débrouille-toi. En fait, je lui dis, bah, en fait, le type analytics, il y a ça, ça, ça comme champ. En dessous de ça, il y a ça, ça, ça. Et du coup, il n'a pas besoin de le chercher. Et ça qui fonctionne assez bien, du coup, que généralement, bah, il fait un search, il tombe des trucs, il récupère toute une partie du SDL qui importe, et après il tente à exécute, et généralement là ça marche, et là éventuellement il itère un peu, mais il a l'erreur en fait assez vite, et du coup ça marche. Mais si je lui gavais pas d'informations, bah ouais, là il part, il Ouais, fait c'est ce qu'il ça. veut. C'est un peu ce que j'ai vécu. Voilà. Et je perds patience un peu. Comme c'est un projet perso, je prends pas trop de Je comprends. patience. Ouais. Voilà. Mais merci du coup. Du coup, si je comprends bien, un peu le problème que tu résous, c'est que le schéma GraphQL, il est extrêmement grand. Du coup, ça ferait beaucoup trop de contexte. Si on faisait par exemple un MCP où il y avait une query égale un tool et une mutation égale un tool. Et est-ce que c'est pas un problème qui serait juste temporaire, le temps qu'on arrive à avoir des contextes beaucoup plus élevés? Alors, Et peut-être deuxième question, ouais. si je ne l'ai pas oublié. Ah ouais, est-ce que du coup, c'est pas un peu un problème de GraphQL qu'on est tout dans un seul schéma? Est-ce qu'au final, il faudrait peut-être pas imaginer qu'on ait une espèce de schéma par domaine, enfin, genre un MCP par domaine, pour que le LLM soit dirigé plus rapidement au bon endroit avec des plus petites fenêtres de contexte? Ouais, c'est juste des idées. Alors, sur la première question du contexte, et je pense que 'fin, quand tu as vraiment des gros schémas, tu as des schémas de 10 mégabytes, tu l'ingères dedans, déjà c'est un peu une galère, donc déjà il faut y arriver. Et après, tu as l'autre aspect que plus le contexte est gros, genre plus le LM a tendance à devenir de moins en moins bon tout court. Donc, et il a tendance à oublier un peu le départ. C'est-à-dire que si tu commences ta question, tu lui donnes 10 mégabytes de schéma, je pense qu'il a complètement oublié ta question du départ et tu es bon pour recommencer. Donc ça permet aussi du coup de mieux scoper ce qu'il va faire et en particulier si tu vas itérer un peu dessus. Donc, je pense que ça, c'est. Enfin, après, si demain on se retrouve avec des gigabytes de contexte, je pense que ça change un peu, mais on n'est pas encore, vu les déjà la puissance qu'on demande à ces trucs. Et l'autre question, du coup, qui était est-ce qu'on pourrait split en domaines? En fait, je trouve qu'au contraire, GraphQL s'en sort assez bien avec un seul schéma. Je le vois d'ailleurs sur GitHub. Moi, généralement, quand je teste un truc, alors là, il les invente directement les queries, mais en fait, il fait un. Quand je lui ai demandé avant, du coup, un follower, il avait search un truc, il a trouvé immédiatement l'information et bam, ça marche. Alors que contrairement, quand on voit l'application, le MCP officiel GitHub, il a 90 tools. Bah, déjà, si tu n'as pas ce qui est dedans, t'es foutu. Tu es obligé d'envoyer 90 tools systématiquement à chaque fois que tu fais une requête du coup vers le LM. Donc, tu bouffes du contexte en plus juste pour envoyer les tools. Et en fait, c'est là où l'aspect vraiment de faire du search, en particulier si on passait à du semantic search, permet de vraiment scoper en fait ce qui t'intéresse dans le schéma. Et je pense que ça suffit assez bien en fait en pratique. Nous, on voit que ça marche assez bien en pratique, du coup, de juste filtrer comme ça. Ok, super. Merci. J'ai une question qui est un peu liée en fait. Est-ce que tu sais s'il y a la même chose, mais genre pour d'autres technos d'API,
que GraphQL, genre du OpenAPI, du Async API ou du JSON Schema. Est-ce que ça marche mieux, moins bien? Alors, je sais qu'il y a d'autres boîtes qui font tous les MCP Gateway, etc., qui font aussi du Search Execute. Il y a d'autres trucs nous. En fait, là où le Search Execute, ça marche vraiment bien, c'est quand tu as un seul domaine. Et que, typiquement, bah, tu as une API, genre GitHub, bah, du coup, ça marche assez bien. Si tu avais vraiment, genre, si tu fais du Search Execute sur ta GitHub, ta Stripe, ta Google à côté, là, je crois que ça marcherait moins bien de faire ce pattern-là. Alors, moi, je n'ai pas comparé du coup par rapport à vraiment du REST, mais je pense que là où GraphQL se sort bien, c'est que euh, c'est assez minimal en fait le contexte que tu C'est ce que que j'allais tu es dire obligé de du générer. OpenAPI, tu as le JSON énormissime. Ouais, Ouais. c'est énorme. Après, il faut savoir du coup, en fait, on a besoin de l'entièreté pour savoir exactement quelle requête envoyer. Alors que là, du coup, il connaît GraphQL et donc il sait comment faire les queries. Et il y a un autre aspect, je pense, qui est vachement important, c'est qu'on sépare les queries des mutations. Et c'est beaucoup plus facile de faire confiance à un agent, de lui dire, tiens, je te donne mon API et tout est des queries, il n'y a pas de problème. Alors qu'une API REST, Il y a, bon il y a- courage, quoi. il y a Post. Ouais, mais enfin, même un get, tu vois, Ah t'es ouais. jamais 100% sûr, tu vois. A priori, ils ont fait gaffe, Normalement, quoi. tu es sûr. Ouais, Normalement. normalement, mais bon, t'es un peu plus sûr dans une query GraphQL, quoi. Yes. Top, merci. Ah, voilà. Ben, merci. Bien le bonjour du coup. Je m'appelle Benjamin Koonen. Très difficile à dire pour les Français d'ailleurs, parce que c'est du néerlandais, enfin c'est en néerlandais. Je viens de Belgique, d'où le nom un peu difficile à dire. Je travaille chez Apollo depuis bientôt 4 ans. C'est marrant parce que j'aurais jamais cru bosser un jour pour Apollo, parce que je fais du Rust depuis plus de 7 ans. Et à la base, chez Apollo, c'est plutôt une boîte TypeScript et tout ça que Rust. Et en fait, je suis arrivé dans une petite équipe qui a commencé à créer un projet en Rust qui s'appelle le Router. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas, c'est une gateway qui permet de faire de la fédération GraphQL, en gros. Et on a fait ça en Rust pour que ce soit zéro cost. Avant, c'était fait en TypeScript et on a tout écrit en Rust avec des petits trucs en plus, enfin, des fonctionnalités en plus. Et du coup, ouais, ça fait 4 ans que je bosse là-dessus. Et est-ce que vous êtes tous familiers avec GraphQL Fédération ou pas? Qui ne connaît pas? Euh, ok. Vraiment, simplement, GraphQL Fédération, c'est juste le fait de pouvoir faire du microservice en GraphQL. Si on réfléchit en faisant du reste, c'est plutôt simple parce qu'on a un proxy genre Nginx devant et on route par rapport à l'URL. Donc, si on a un /15, on va aller sur ce microservice-là. Si on a un /user, on va aller sur un autre microservice. Ce qui est plus compliqué en GraphQL parce qu'en GraphQL, on a une route. On fait un /post dessus avec notre query GraphQL, un peu comme si c'était du SQL, quoi. Et du coup, en fonction de ça, on doit aller savoir sur quel microservice aller chercher telle ou telle donnée. Donc, c'est pas aussi simple que juste un Nginx qu'on met devant qui va router vers le bon microservice. Là, ce qu'on fait, en gros, c'est un peu comme une base de données. On va prendre cette query, on va la parser, genre la compiler vers un langage intermédiaire qui va nous dire, en fait, bah, cette partie-là du schéma, je dois aller la chercher d'abord là sur ce service-là. Oui, tu vas chercher d'autres data sur ce service-là. Et après, nous, on va tout merger toutes les données ensemble pour que ça corresponde à la requête que vous avez demandé. Ça permet de faire aussi des jointures comme dans les bases de données, mais en GraphQL. Du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'un proxy vraiment spécifique pour avoir du GraphQL fédération. Est-ce que c'est plutôt clair, mon explication? Voilà, c'était rapide, je n'avais pas imaginé l'expliquer, mais voilà. Petit moment pub. Euh, non, mais c'est vrai, parce que en gros, souvent le retour que j'ai des gens qui connaissent Apollo, qui connaît Apollo ici d'ailleurs? Ok. Apollo, en gros, on fait le tooling autour de GraphQL pour que ce soit plus ou moins production ready. Généralement, quand on parle de GraphQL, les gens nous disent ah, mais c'est pas très safe en prod parce qu'on peut récupérer toutes les données, parce que l'authentification, parce que plein de trucs. Ben, nous, on fournit tout le tooling autour pour vous permettre de faire du GraphQL en prod et ne pas avoir peur et d'avoir les sécurités et tout ça. Et en gros, à chaque fois que je parle d'Apollo en France,
on me dit, bah, en fait, nous, on aimerait bien utiliser dans notre boîte, mais quand on utilise en free, donc en open source, et quand on veut des trucs un peu plus enterprise ready, c'est trop cher, c'est pour les riches. Je suis d'accord. Mais du coup, on a bataillé en interne pour faire passer ce message, parce que les US, eux, ils ont des budgets de malades, donc tous nos clients, ils sont là, ils payent, c'est très bien. Mais en France, on a un peu moins de budget, mais pas moins de talent. Euh, Et du coup, on a sorti un plan qui est le plan développeur et qui coûte beaucoup moins cher et qui permet aux startups de pouvoir vraiment utiliser un truc enterprise ready plutôt que de lâcher des centaines de milliers de dollars ou d'euros avant de l'utiliser. Voilà, c'était le moment pub. Je n'en parlerai plus. C'était juste pour ça. J'ai fait deux, trois slides. On va plutôt faire les démos après. En gros, pour moi, c'est plutôt plaisant parce que c'est un projet sur lequel je bosse bientôt depuis un an. Et du coup, c'est un peu comme si je vous présentais le projet sur lequel j'ai bossé depuis quelques mois. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir à un truc pour que ce soit utilisable facilement et que ce soit fun pour les gens à l'utiliser et qu'on ait un retour sur investissement assez rapide. Du coup, j'ai fait quelques slides pour parler un peu théorique et après, on va faire une petite démo. Du coup, la question, c'est pourquoi on cacherait notre donnée. J'ai voulu créer un peu d'anxiété en mettant un gif comme ça. Moi, ça m'angoisse. D'ailleurs, il tourne en boucle. En gros, c'est pour éviter d'avoir ce genre de cas où, en gros, ça va loader et les gens vont se barrer avant de voir la page parce qu'en fait, ça les saoule d'avoir du loading alors qu'on a la fibre. Et donc, va permettre en gros deux choses, selon moi. Peut-être que ça permet d'autres choses, mais moi, je me suis fixé deux objectifs avec ça. C'est réduire le temps de réponse, donc la latence, et aussi réduire le coût d'infra, donc réduire le load, donc la charge sur vos microservices, parce que du coup, nous, on fait du cache au niveau du proxy. Donc, si on l'a en cache, ça n'ira pas sur ce qu'on appelle un subgraph. C'est un microservice en GraphQL. Ça n'ira pas sur votre subgraph. Donc, vous allez peut-être avoir moins d'instances à gérer derrière parce qu'il y a le cache devant et en plus, ça sera plus rapide. Donc, c'est gagnant-gagnant. Si on regarde un peu plus ou moins à quoi ressemble une infra microservice en GraphQL, du coup, avec de la fédération GraphQL, on a le client au-dessus qui peut être aussi un mobile. On a le load balancer qui va load balancer avec les différentes instances du runtime ici du routeur, quoi. Donc le truc en Rust que je disais sur lequel je bosse depuis que je suis arrivé chez Apollo. Et c'est à ce niveau-là qu'on va faire du cache. On va y reparler. Donc je fais ma requête, on reçoit ma requête en SQL. Et comme je disais, on a plusieurs microservices GraphQL derrière parce qu'on va aller chercher, par exemple, je ne sais pas moi, les images sur ce truc. On va aller chercher le prix là-dessus et on va chercher savoir si c'est en stock sur cet autre service. En gros, c'est tout réparti. Le problème, c'est que du coup, bah, il y a des allers-retours réseau et on peut essayer. Si on en retire un déjà, ça pourrait facilement diminuer la latence. Et en fait, c'est notre objectif avec le cache, c'est de virer ces appels réseau ici pour que en fait, boum, ça fasse que on arrive ici et hop, ça retourne direct. Et si on n'a pas toute la donnée, ben, on peut se dire, ah, j'ai déjà cette donnée ici, donc je vais faire juste ça, et puis pas ça, donc j'ai gagné un temps de latence. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'on parlait du CDN pour le cache. C'est une solution potentielle qui n'est pas ultra performante, je dirais. Pourquoi? Parce que en gros, GraphQL, c'est fait aussi pour être flexible. Donc, par exemple, depuis votre mobile ou depuis votre appli, vous avez votre propre requête, votre propre ouais, query GraphQL qui va être différent en fonction de la page, qui va aller rechercher, parfois c'est autogénéré, chercher tel ou tel élément. Et du coup, ça varie beaucoup. Le cache CDN, lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment, il est très bête et méchant. Il va regarder la requête, il va faire un hash de la requête et regarder, OK, est-ce que c'est identiquement la même ou pas? Si c'est pas identiquement la même, je ne vais pas avoir un cache hit, donc je ne vais pas aller chercher la donnée dans mon cache. Je vais faire suivre la donnée, enfin faire suivre la requête plus loin. Du coup, on a beaucoup de problèmes parce que si c'est un autre user, par exemple, c'est une autre requête, enfin plein de choses comme ça, on ne peut pas vraiment en fait partager de la donnée cachée entre différents users ou différentes queries différentes. Il faut vraiment avoir une query qui soit toujours la même et ça va cache hit à chaque fois. Donc pas très efficient, je dirais. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait des animations là-dessus. C'est pas moi qui ai fait ces slides.
Et j'ai fait la démo. Du coup, comme je disais, moins de load, moins de coûts infra et ça va plus vite. Et là, l'idée, c'est que le cache que nous, on a implémenté, c'est à ce niveau-ci, qui est plugué à un Redis sur le côté pour avoir un vrai storage pour mettre la donnée dedans. Et on va voir que du coup, ici, ce qui se passe, c'est que si on affiche cette page, on va pouvoir éventuellement, on peut avoir les deux, on peut avoir le CDN si on veut, hein. Ça va fonctionner une fois sur 10 et ici, ça va fonctionner un peu plus souvent. Quand je dis fonctionner, c'est ça va hit, ça va cache hit, donc on va taper dans le cache plus souvent. Et du coup, ici, par exemple, hop, on va passer au niveau du routeur, on va regarder est-ce que, en fait, j'ai déjà ces données, les données que tu me demandes, est-ce que j'ai déjà ces données dans mon cache? Dans mon cas, j'ai le détail du produit, j'ai le prix, j'ai le stock, j'ai les reviews. Donc, en gros, si j'ai déjà tout ça, j'ai même pas besoin d'aller chercher dans ces sous-graphes-là. Je vais retourner toute la donnée. Si par exemple, j'avais pas la donnée des reviews, ce que j'aurais fait, ce que mon cache aurait fait, c'est qu'il n'aurait pas fait l'appel sur product, ni stock, ni price. Il aurait juste fait un appel sur reviews. C'est ça qui est sympa quand on implémente des trucs en GraphQL, c'est que contrairement à REST, c'est une vraie spec, selon moi. Et les gens la respectent. Et donc, ça permet de faire des optimisations comme ça où en fait, on peut aller. Ce qu'on fait, nous, c'est un peu de la chirurgie de query où en gros, on va modifier la query pour aller rechercher que l'élément qui nous intéresse. Et du coup, ça, on peut le faire en GraphQL. On ne peut pas forcément le faire facilement en REST parce que tout le monde l'implémente à sa façon. Euh, et donc, c'est compliqué. Du coup, là, c'était fini pour la théorie. Est-ce que c'est clair ce que c'est le cache, à quoi ça sert? Et là, je vais vous montrer plus ou moins comment ça marche. Pour la démo, j'ai fait un petit projet. Enfin, j'ai demandé à Claude Code là de me faire une UI là juste pour que ce soit plus visuel pour les gens. C'est de la rocket science, c'est un blog post. C'est un blog post, un système de blog que j'ai fait en GraphQL qui permet de m'afficher ici mes top posts avec le titre, le contenu, l'auteur. Je peux cliquer sur le top post et je vais voir l'email, l'auteur et la bio de l'auteur. On ne voit pas bien, mais c'est un peu lent en fait. On a vu le loader. Le but, c'est qu'on ne voit plus le loader à la fin de cette conf. Si je regarde moi en tant que disons, plateforme opérateur, donc série, on va dire. Je vais regarder mes stats et regarder les latences que j'ai. Toutes ces métriques-là, elles sont fournies par le runtime qu'on développe, là, ce qu'on appelle le routeur. Et donc, comme on est frontal, on peut directement avoir plein de métriques qui sont très intéressantes. Là, on voit le load, donc on a du 25 requêtes par seconde, ce qui n'est pas énorme. On voit la request duration, donc la latence qu'on a au niveau super graph. Donc, super graph, c'est vraiment entre le client et le routeur. Donc, le temps que le client va attendre pour avoir la donnée qui l'intéresse. C'est aux alentours de, disons, 250 millisecondes. Ça varie pas beaucoup, même si on croirait que ça varie. Si on regarde l'échelle ici, ça varie pas énormément. 250 millisecondes, ça rentre pas dans. Ah, si, ça rentre dans l'objectif 10 heures, j'en sais rien. Je sais plus, c'était entre 100 000. Non, en dessous de 100. Voilà, donc ça rentre pas dans l'objectif 10 heures. Donc là, déjà, on n'est pas payé à la fin du mois. C'est comme ça que ça marche. Normal, c'est comme ça. Du coup, là, on n'est pas payé, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va payer Apollo pour être payé à la fin du mois. Voilà. Ça, il faut choisir ses combats. Du coup, si on regarde, j'ai aussi mes latences subgraph. Donc, ça veut dire que mes latences subgraph, c'est entre mon routeur qui va aller demander les données à mes différents microservices. Donc, c'est la latence que j'ai entre mon routeur et mes microservices. Donc là, pour mon blog post, j'avais deux microservices, un qui s'occupe des users et un qui s'occupe des blog posts. Si on regarde ici, on voit que j'ai bien mon microservice là qui me dit que j'ai plus ou moins 180 millisecondes de latence. Et pour mon microservice post, c'est beaucoup moins, 80 millisecondes de latence. Donc pour essayer de gagner de l'argent, d'avoir un salaire à la fin du mois, on va essayer de s'attaquer au subgraph users en premier parce que c'est celui qui prend le plus de temps. Donc c'est un peu un genre de bottleneck. On a aussi des métriques qui sont fournies directement, qui s'appellent subgraph cache hit et subgraph cache miss. Ça veut dire, quand on voyait les slides tout à l'heure, là, c'est à quel moment j'ai pu aller chercher dans le cache au lieu d'aller chercher ça. Donc, cache miss, je vais chercher là-dessus. Cache hit, je vais chercher dans mon cache. C'est pour essayer de virer les liens. Et du coup, on voit que ici, j'ai aucun cache hit parce que je n'ai pas encore activé le cache. Par contre, j'ai plein de cache miss et en plus de ça, il est GraphQL aware. Ça veut dire que je peux dire, ah, ben,
j'ai un cache miss sur mon subgraph user ici, sur spécifiquement le type user. Parce que dans un sous-graphe, dans un graphe GraphQL, on a plusieurs types. Et bien là, on voit que j'essaye souvent d'aller chercher la donnée user sur le subgraph user et du coup, je pourrais éventuellement bénéficier du cache de beaucoup. On a aussi ça sur le subgraph post, sur le type user dans le subgraph post, mais on va d'abord s'intéresser au subgraph user parce que c'est ce qui prend le plus de temps ici. Donc, ceci étant dit, on va aller voir un peu dans le code. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que c'est assez grand? Au fond, ceux qui s'endorment là, je les vois. C'est bon? Allez, magnifique. Du coup, je les ai réveillés là. Du coup, on a deux subgraphes, comme je disais, donc deux microservices, un qui s'occupe des posts, un qui s'occupe des users. Celui qui nous intéresse, c'est celui des users. Si maintenant je vais voir dans. Tout à l'heure, on parlait de. C'est peut-être pas assez grand. Est-ce que c'est assez grand ça ou pas? Pas trop? Je vais essayer de zoomer. Comment je fais encore? Ça marche pas. Voilà. Donc, si je regarde, moi, disons maintenant, je suis développeur de ce blog post et je sais que pour afficher cette page, j'ai cette query qui s'appelle top post, qui va chercher mon auteur, l'email, le name et le titre. Donc, je l'exécute. On regarde ici, ça me prend 250 millisecondes. Donc, rien de nouveau, on le savait, on l'avait vu dans les métriques avant. Maintenant, ce qu'on a introduit avec le cache aussi, si vous utilisez cet outil, c'est comme GraphQL, mais c'est fait par Apollo, on a cette notion de cache debugger pour en fait, ce qui est compliqué quand on fait une feature de cache, et quand je la présentais avant d'avoir ce truc-là, c'est que le cache, c'est un peu invisible en fait. Je vais vous dire ça marche, mais en fait, vous allez voir les mêmes données. Vous allez juste voir le chiffre ici qui change, c'est cool, mais c'est moins fun. Là, le cache debugger, ça va vraiment vous montrer qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que vous pouvez potentiellement cacher encore plus entre vos queries, par exemple, partager entre vos queries, et si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. En gros. Ça met des messages, ça vous explique pourquoi, ça vous tient par la main, comme un LLM, comme si vous aviez 5 ans. Ça vous tient par la main et vous explique pourquoi ça ne marche pas. Euh, du coup, là, j'exécute et on voit que à chaque fois, ça vient de mon subgraph. J'ai différentes entities qu'on appelle, donc c'est le user qu'on va chercher sur le subgraph user ici avec l'ID, on voit l'ID. Donc, je vais chercher 5 users. Ça ne veut pas dire que je vais faire 5 fois la requête. Ce qui se passe, c'est que si on regarde, là, je suis rentré dans le détail, on voit le général, je vois que ça vient du user. Si on regarde la requête, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il fait du batching. Il demande au microservice GraphQL, il dit, tu me donnes l'ID pour le user, l'ID 362, 367, 416, 228. Donc, il fait qu'une requête. Et nous, derrière, on la split en plusieurs sous-entrées pour cacher individuellement ça dans le cache. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une autre query qui va demander juste le user 362 et comme ça, on l'aura direct en cache. Ou alors, il y aura des queries qui vont demander ces deux users-là et d'autres autres users. Et en fait, vu que c'est splitté déjà, on peut déjà récupérer ces deux entrées-là et demander à l'autre subgraph que les deux autres users qui ne sont pas en cache. Donc voilà, et là, on a ce qui vient du top post. On peut voir le cache control header et la data. En gros, le cache control header, c'est comme dans les API REST. C'est ce qui va dire, OK, ce que je te ressors comme données au service, ça, tu peux le cacher pendant, disons ici, max age, c'est 86 400 secondes. Le problème ici, c'est pas caché. Pourquoi? Parce qu'on a mis no store à true. En gros, dès qu'on met no store, ça veut dire mais tu ignores tout ce que je t'ai mis, tu ne stores pas ce que tu as dans le cache. C'est un truc trop dynamique éventuellement ou trop sensible, tu ne stores pas. Donc là, par défaut, ça fait du no store. Par défaut, si votre microservice ne renvoie aucun cache control header, on ne va rien cacher parce qu'on ne prend pas le risque de faire du cache sans savoir s'il faut le garder 10 secondes dans le cache ou pas, etc. Du coup, quand j'ai designé un peu cette feature et pensé un peu au truc expérience utilisateur, je me suis dit que ça serait trop cool que sans écrire une seule ligne de code, on puisse avoir de la perf et moins de load sur nos microservices. Et du coup, je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on a réussi à faire. C'est qu'en gros, on va juste devoir modifier le sous-graphe, ouais, le subgraphe, le schéma GraphQL. En gros, ce que je vais utiliser, c'est des directives. Donc là, j'ai la directive max cache control. Je vais lui dire, tu vas me cacher ça pendant, je vais mettre 15 secondes au début. Tu vas me cacher ça pendant 15 secondes.
Là, il y a le truc qui va reload automatiquement en fonction de quand je change le subgraph. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette directive, peut-être que certaines personnes la connaissent déjà parce qu'elle existait déjà. Et celle-là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, elle est interprétée au niveau du microservice. Tout ce que ça va faire, ça, c'est dire, dans mon serveur microservice GraphQL, tu vas changer ça en un cache control header avec la bonne valeur dedans qui va dire bah, ça, tu peux store et tu mets un max age à 15 secondes. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais réexécuter. On va voir que j'ai la même réponse. J'ai toujours 250 millisecondes, mais si je recommence maintenant, je ne sais pas si vous voyez, c'est 95, pardon, 95 millisecondes. Et je n'avais pas prévu ça. Et du coup, pourquoi? On va aller voir dans le cache debugger qu'est-ce qui vient du cache et qu'est-ce qui vient pas du cache. On voit ici que tout ça, tous mes users, donc j'étais bien dans le subgraph user, mon type user, je suis bien dans mon subgraph user, mon type user, elles sont cachées maintenant parce que je renvoie un cache control header. On peut même regarder là maintenant le fresh nested, ça veut dire que est-ce qu'il est toujours en cache ou pas. Là, il me met stale, ça veut dire qu'en gros, il est plus en cache. Si je réexécute, on voit que là, je viens du subgraph parce que j'ai été d'abord chercher la donnée du subgraph la première fois, mais il est en cache, il est fresh. Je réexécute. Maintenant, ça vient du cache. Il est fresh, plus pour longtemps parce que ça dure 15 secondes. Je veux juste voir qu'on voit en real time. Hop là. Et là, maintenant, c'est plus en cache. Ça veut dire que quand je vais le réexécuter, ça va de nouveau revenir dans la source subgraph. Si on regarde un peu ce que j'ai reçu et pourquoi c'est caché, parce qu'on voit que le cache control, maintenant, il n'y a plus de no store, c'est public. Et on voit que le max age que j'ai set à 15 secondes, il est bien mis. On voit la donnée, par exemple, qui revient du cache directement. Je vois la requête qui a été exécutée. Tout ça, c'est pour du debug si jamais il y a des problèmes. Mais comme tout fonctionne toujours à la perfection, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est dit. Du coup, ça, c'est cool. Mais ce qu'on veut, c'est que, en gros, on veut vraiment optimiser, enfin, améliorer les latences. La latence et le temps de chargement beaucoup plus souvent. Là, si on regarde, je me suis retapé un 250 millisecondes. Donc, garder ça pendant 15 secondes en cache, c'est pas assez, sachant que moi, je sais que mes users, ils vont pas changer leur email toutes les 15 secondes. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tu vas me garder ça en cache pendant 36 000 secondes, par exemple. Ne me demandez pas ce que ça fait en jour ou heure, j'en sais rien, mais je veux qu'il me le garde longtemps. Ce qui va se passer, c'est que du coup, maintenant, je fais ça, ça va pas devenir stale au bout d'un moment. Du coup, là, c'est toujours en cache, donc je vais pouvoir réexécuter plein de fois. Là, c'est bien, j'ai vraiment amélioré mes latences parce que ça va rester longtemps en cache. Le problème maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si un de mes users a changé son email? Le user 362, là, il a changé son email. Il a mis coucou à totmail.com, là. Le problème, c'est qu'on va continuer à lui rendre de la donnée qui vient du cache, alors que c'est plus la vraie donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle de la donnée stale, de la donnée invalide, quoi. On a la donnée qu'on reçoit qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la vraie source de vérité. C'est là où intervient la notion d'invalidation dans un cache, ce qui est très compliqué dans le monde de l'informatique, c'est quand savoir invalider un cache et le naming. Je suis bon dans aucun des deux. Mais là, pour le coup, du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est invalider le cache. Pas le cache. En fait, ce qu'on veut, c'est ne pas invalider tout le cache juste pour un user. Du coup, built-in dans le routeur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a 3 types d'invalidation qui sont disponibles. Le premier type, c'est par subgraph. Ça veut dire que ici, je vais dire, pour tout mon subgraph user, je vais invalider la donnée. C'est un peu un gros marteau parce que ça va invalider toute cette donnée-là, alors que je veux juste invalider juste un user parce qu'il y a juste un email qui a changé. Donc, on va perdre en perf énormément pour rien, juste pour un user. Un autre truc qu'on peut faire, qui est built-in dans le routeur aussi, c'est invalider par subgraph et par type. Donc, on peut dire, je veux invalider tous les types user qui sont dans mon cache qui viennent du subgraph user. Pareil, pas ultra efficace parce que là, ça veut dire qu'on aurait tout invalidé. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je pense que j'ai une commande curl qui existe pour ça. Hop, je l'exécute ici. C'est juste une commande qui va dire je vais invalide-moi tout ce qui est pour mon subgraph user de type user. Donc, il va m'invalider plein de trucs parce que derrière, pour créer du trafic sur mon Grafana pour faire genre j'ai du trafic, il y a plein d'autres trucs qui sont invalidés. Mais du coup, si je réexécute ça,
ça va mettre que ça ne vient pas du cache. Je ne vais pas le réexécuter tout de suite parce qu'il y a une troisième façon d'invalider le cache qui est built-in, c'est par ce qu'on appelle un cache tag. Si on voit ici, il y avait 0 cache tag depuis le début. C'est un cache tag. Il faut voir ça comme dans le monde API REST, comme une surrogate cache key. En gros, c'est un label qu'on va nous-mêmes mettre sur une donnée pour dire ah ben j'ai ce label, cette étiquette sur cette donnée. Et quand je voudrais invalider cette donnée spécifique, j'aurais juste à utiliser cette étiquette que j'ai générée potentiellement moi-même pour dire je veux invalider juste ça. Pareil, ou n'oublions pas l'objectif de base, n'écrire aucune ligne de code pour bénéficier du cache. Eh ben, c'est toujours dans la même idée. On a introduit une directive qui s'appelle cache tag, qui, elle, n'existait pas avant, et ce qui va nous permettre de générer ce label qui va dire, ah ben, pour ce type de données-là, je vais créer un tag qui va s'appeler user, et je vais avoir un genre d'interpolation dans le format qui va pouvoir me permettre d'aller chercher, pardon, je suis sur un clavier bizarre, qui va pouvoir aller me chercher key. Key, ça veut dire entity key, donc c'est ce qui est référé ici. Donc c'est un peu genre la primary key en SQL, si vous voulez. Et donc je lui ai dit, ah, tu vas me chercher dans ma primary key, tu vas juste me interpoler l'ID. Donc c'est-à-dire que si je vais chercher user 362, ça va me générer user 362 ici. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut aussi avoir des règles un peu plus métier. Par exemple, je sais que ça, c'est utilisé pour ma homepage. Donc, si un jour je veux vraiment virer tout le cache de ma homepage, je lui dis, bah voilà, tu as ce cache tag là, ce label, c'est pour ma homepage. Ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est un truc pour générer le super graphe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un truc de GraphQL Fédération. En gros, on a plusieurs sous-graphes qui sont mergés dans un très gros graphe. Et là, j'ai fait le merge vers le très gros graphe que le routeur utilise. Donc là, j'ai fait ça, j'ai ajouté le cache tag. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est que si je fais ça, maintenant, ici, cache tag, c'est rempli. J'ai cherché dans le subgraph, mais on voit que c'est frais dans le cache. Donc si je réexécute, hop, ma latence est parfaite. J'ai des cache tags. Et donc, ce que je suis capable de faire maintenant, c'est de dire, OK, cette donnée-là, eh ben, en fait, je veux l'invalider. Donc, je vais invalider pas homepage, je vais invalider juste user 362 là. Et pour vous montrer que c'est juste un simple call HTTP, je vais copier le curl là, la curl commande. Si je vais trop vite, n'hésitez pas. Donc là, j'ai copié. Et qu'est-ce qu'on voit? En gros, je lui ai dit, c'est un kind cache tag. Tu vas m'invalider un cache tag dans le subgraph users et tu vas m'invalider ce cache tag spécifique. Donc là, si je fais ça, pareil, le count est un peu plus élevé que 1 parce que j'ai de la data qui tourne en background. Mais si je réexécute, hop, on voit que juste cette donnée-là a été récupérée du subgraph qui est maintenant en cache, mais les autres ont été récupérés de, qu'est-ce que je vais dire? Pardon, du cache, quoi, en gros. Donc, on a en même temps un mix entre cache et pas cache. D'ailleurs, si je vais voir dans la requête, tout à l'heure, je vous ai montré que ça faisait du batch. Là, si on regarde, on a demandé vraiment que l'ID spécifique 362 et pas les autres ID qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, ça permet aussi de débugger. Donc là, si je réexécute, hop, tout vient du cache. Ça, c'est un point. Donc, ça, c'est pour voir comment on invalide. Il y a un autre truc, on pourrait aussi faire la même chose, hein, ajouter un cache control sur ça pour que tout soit caché. Ce n'est pas le but de la démo, je ne vais pas trop dépasser. Dernier truc, c'est que là, vous dites, bah, pour invalider, je dois quand même écrire du code parce que le curl, je ne vais pas le faire à la main. Donc, je vais automatiser ça dans mon resolver et dire, ah, bah, je vais ajouter ça dans mon resolver pour dire, ah, une fois que tu as fait ton update user, bah, tu appelles le routeur pour dire, invalide-moi cette donnée. Oui, je suis d'accord. Du coup, ça ne sera pas dans la version tout de suite qui va sortir. C'est un truc que j'ai pensé pendant la nuit et qui est en cours de. Enfin, ça fonctionne, mais voilà, il faut être soit approuvé par les gens au-dessus. Du coup, j'ai pensé à une idée de automatic invalidation. En gros, on sait qu'on a des mutations en GraphQL qui vont muter la donnée. Eh ben, on va se dire, vu que j'ai les mutations, je sais plus ou moins sur ces mutations-là, sans écrire aucune ligne de code, quelles données je vais pouvoir invalider. Eh ben, du coup, pour ça, c'est là où j'ai introduit une dernière directive qui s'appelle cache invalidation, qui fonctionne comme cache tag. On a aussi comment dire, de l'interpolation.
Et là, au lieu d'utiliser key, j'utilise argument pour dire c'est les arguments de mon root fields ici, de ma mutation, et je vais utiliser user ID. Et donc, je vais lui dire, ah ben, quand tu vois que tu utilises cette mutation, si elle est en succès, tu vas automatiquement m'invalider ce cache tag. Ça pourrait être aussi, on pourrait aussi dire, c'est un peu comme les built-in qu'on a, ça pourrait être non pas un cache tag, mais un type et dire tu m'invalides tous les types user, par exemple. Comme ça. On va pas faire ça parce que c'est pas ultra utile, mais on pourrait ajouter plusieurs cache tags et dire bah voilà, tu vas valider tel truc, tel truc, tel truc, et si ta mutation fonctionne, tu vas l'invalider. Je vais save, et comme c'est pas production ready, je vais faire un petit trick. Ne regardez pas ce que je fais, il faut pas faire ça, mais je le fais parce que ça ne marche pas, parce que voilà, c'est juste encore un genre de pop pour l'instant. Donc, je reviens ici, je réexécute, rien n'a changé. Ah bah tiens, c'est pas si long que ça, ce que j'ai mis comme... Je sais pas. Ou alors, j'ai fait une merde, je sais pas. Bref, c'est en cache. Maintenant, disons que j'ai une mutation qui s'appelle update user. Je lui passe ici, je sais pas si on voit bien, le user ID. Je vais dire, je vais update mon user qui a un ID 362 et je vais lui mettre email test. Je vais créer ça. Ça a mis 200, ok, ça n'a pas modifié. Ah si, ça a modifié, mais pas en vrai. C'est un truc. Et je vais recommencer ici. Je vais réexécuter. Et oh, comme par magie, ça a invalidé juste la bonne entité. Et on n'a pas dû écrire une seule ligne de code. C'est juste ajouter des directives et faire du schema-driven développement. Bref, tout ça pour en venir à notre objectif de base, gagner de l'argent, être payé par 10 heures, avoir son salaire à la fin du mois. Si on regarde un peu ce qui s'est passé dans les 15 dernières minutes, on voit ici ma latence, elle a bien descendu. On est encore au-dessus de 100 millisecondes. J'aurais pu faire mieux en cachant le truc là. Je n'avais pas prévu que c'était 100 millisecondes qu'il fallait atteindre. Donc voilà, c'est quand même plus bas. On voit la latence au niveau user, ce qui est aussi du subgraph, donc entre le routeur et les microservices, qui est beaucoup plus basse maintenant, 57 millisecondes. Et on voit que j'ai des cache hits qui hit bien. On voit que j'ai des cache miss dont je pourrais tirer profit encore. Et surtout, on voit aussi le load, donc le nombre de requêtes par seconde que j'ai sur mon subgraph user, ce qui est vraiment beaucoup plus bas que ce qu'il y avait avant. Donc, on gagne de l'argent aussi. Voilà, j'ai peut-être été un peu plus long que prévu, mais j'ai pris du plaisir. Merci. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation. Gestion de cache est impeccable. Mais j'ai quelques questions, j'ai plein de questions. Je voudrais juste comprendre gestion de cache, modification de query pour vraiment récupérer les données manquantes des champs manquants. C'est niveau graph router et c'est le truc payant ou pas? Ou c'est le truc que je n'ai pas compris ça? C'est le truc fait à la main ou c'est vraiment par défaut et c'est quelque chose payant? C'est dans le produit, donc enfin, si tu commences à utiliser le routeur, c'est dedans. Malheureusement, dans la vie, tout a un coût. Euh, Non, mais on a une version gratuite qui va te permettre de l'utiliser. Et après, par exemple, c'est en fonction de ton nombre de requêtes par seconde. Si vraiment tu commences à scale et être un peu une entreprise qui gagne de l'argent et donc qui pourrait aussi éventuellement nous faire gagner de l'argent, ça deviendra payant. Mais si tu as un usage genre en interne, tu pourras l'utiliser gratuitement, en gros. Et du coup, ce que je voulais te montrer, c'est qu'en gros, tu as juste à changer ton schéma et le routeur, donc le proxy, que tu déploieras toi, qui est open source. Tu as accès au binaire, tu vas sur GitHub, Apollo, GraphQL Router, tu as là, tu as tout, tu peux le télécharger, quoi. C'est un binaire que tu peux mettre dans un Docker aussi, si tu veux. On a des images Docker, bref. Tout ça, c'est gratuit, c'est open source. C'est juste que si tu commences à monter en requêtes par seconde, à un moment, on va te rate limit. Et donc, ça va faire l'effet inverse, c'est que ta latence va augmenter parce que tu vas être rate limit. Donc, voilà. Oui, je comprends, merci. Et le cache est stocké dans le Redis ou c'est configurable? Je n'ai pas Pour compris. l'instant, c'est que dans Redis. Donc, en gros, le storage, donc quand je dis que ici, ça vient du cache, bah, la donnée, elle doit être enregistrée quelque part quand même, c'est que ça vient du Redis. Et le Redis, c'est un genre de in-memory database. Enfin, c'est même pas un genre, c'est du in-memory storage, quoi, un key value,
qui est beaucoup plus rapide que si tu aurais été sur ton subgraph, aller chercher dans, je sais pas moi, ton MongoDB, ton Postgre. Déjà, tu as le coup entre ton routeur et ton subgraph, donc ton microservice que tu vas prendre en network, et après, ta requête, tes sous-requêtes, tes résolveurs exécutés et tout ça qui vont prendre. Ah oui, d'accord, merci beaucoup. Et cette cache debugger, c'est ensemble avec GraphRouter, c'est aussi possible. Ouais, c'est direct. Ouais, D'accord, merci built-in. beaucoup. Oui, quelques petites questions. Oui, concernant, vous utilisez ici c'est Schema First approche Ouais. avec les directives et ça marche avec l'approche Code First. C'est possible d'injecter Oui. le même truc. Oui, en gros, tout ce qui est fait dans le schéma peut être fait aussi dans les résolveurs. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, cache control, là, derrière, ça va juste créer un header cache control qui va retourner du microservice. Cache tag, pareil, il y a un format, je ne sais pas si j'ai la doc quelque part, il y a un format qui va te permettre de dire, ah ben, tu vas retourner tel cache tag pour telle entité, pour telle partie de réponse et tout ça. J'ai ça ici, je crois. Euh, Bref, ça existe. Merci. La doc est encore nouvelle, c'est moi qui l'ai écrit, mais je sais plus où j'ai foutu ça. Voilà. Mais en tout cas, ouais, tout ce qui est fait via le schéma peut être fait via le code. Parce que après, tu as quand même des trucs qui sont un peu plus spécifiques. Genre, imaginons, tu dois aller chercher le header qui est une locale FR ou anglais, par exemple. Ben ça, tu peux pas le savoir via le schéma. Donc, tu vas générer ce cache tag via ou Méthode. ce TTL via le code parce que c'est un peu plus dynamique. Voilà, ici, on le voit. En gros, on passe par les extensions de la réponse GraphQL et on dit les cache tags qu'on va lier pour chaque élément dans notre réponse. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout. Voilà. Merci. D'autres questions? Ah, question là-bas. Donc vous avez parlé de plusieurs instances. Est-ce que c'est un cache distribué ou c'est... Ouais, je distribue. Donc, si tu as plusieurs instances, que tu tapes sur n'importe quelle instance du routeur, tu taperas dans le même cache. Merci. Sauf si tu décides autrement. Mais, et pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que par microservice, tu peux avoir un Redis différent. Si par exemple, tu as un énorme cache, pour un énorme cache et que tu veux essayer de scale, donc de splitter un peu ton cache en plusieurs instances Redis, enfin plusieurs clusters Redis éventuellement, tu peux faire ça aussi. Bon, ben, merci de m'avoir écouté.